Imaginons un instant l'un des plus grands inventeurs de l'histoire. Le mec qui a littéralement apporté la lumière au monde moderne. Ouais, on voit très bien de qui on parle. Voilà. Et maintenant, imaginons ce même homme en train d'organiser publiquement, et c'est très sérieux, l'électrocution d'animaux. Ah oui, la fameuse histoire. Juste dans le but, en fait, de détruire la réputation d'un concurrent technologique qui était plus brillant que lui. C'est complètement glaçant, non? C'est glaçant et c'est surtout exactement ce qu'a fait Thomas Edison. C'est un point de départ qui brise immédiatement le mythe, tu vois. Le mythe du génie bienveillant qui travaille tout seul dans son labo pour le bien de l'humanité. Carrément. Parce qu'en réalité, l'histoire de l'innovation, c'est d'une violence inouïe. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. L'objectif de notre exploration approfondie là, c'est de plonger dans un bouquin vraiment fascinant. Ça s'appelle « Les entrepreneurs de légende ». Ouais. Écrit par Sylvain Bergenzer. C'est ça, avec une préface hyper éclairante de Philippe Bloch d'ailleurs. Et la mission du jour, si tu es prêt? Je suis prêt, ouais. Super, donc la mission, c'est de décoder l'ADN des plus grands créateurs d'empires de l'histoire moderne. On va s'appuyer sur 4 figures colossales, Thomas Edison, donc, Henry Ford, Steve Jobs et Elon Musk. Un beau casting. Grave. Et ce ne sont pas juste des petites histoires de business, quoi. Ce sont des individus qui ont littéralement tordu la réalité pour qu'elle corresponde à leur vision. Mais avant d'entrer dans les détails de ces parcours, parce qu'il y a des trucs de fou, il y a un concept économique qu'il faut absolument clarifier. La destruction créatrice. Exactement. C'est un terme qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on parle de ces titans-là ? Alors, c'est le concept central qui a été formulé par l'économiste Joseph Schumpeter. En gros, pour faire simple, la destruction créatrice, c'est l'idée que tu peux pas inventer l'ampoule électrique sans provoquer inévitablement la faillite des fabricants de bougies. Ah ouais, c'est mécanique en fait. Le nouveau tue l'ancien. Totalement. Le progrès économique, c'est pas une simple accumulation pacifique de bonnes idées, tu vois. C'est un processus organique où le nouveau remplace l'ancien par la destruction pure et simple. Et ces 4-là, ce sont les rois de la destruction ? C'est les plus grands destructeurs-créateurs de l'histoire, ouais. D'ailleurs, dans la préface, Philippe Bloch souligne un truc hyper important. Ils partagent tous un trait fondamental, un optimisme inébranlable. Un mental de champion, en fait. C'est ça. Cette certitude absolue que leur vision est la bonne. C'est ce qui leur permet d'avancer en ignorant, mais alors royalement, les industries entières qui sont en train de pulvériser sur leur passage. Bon, alors commençons par le commencement matériel de cette histoire. Parce que pour détruire l'ancien monde, il fallait d'abord maîtriser l'énergie. Ce qui nous ramène à Thomas Edison. Le fameux magicien de Menlo Park. Ouais. Alors le livre regorge de détails sur son parcours, et il y a cette anecdote sur son enfance, franchement, qui annonce la couleur. Vas-y, raconte. À 4 ans, le gamin est hyper actif. Il demande à son père comment les poules font naître des poussins. Son père lui explique qu'elles couvent les œufs avec la chaleur de leur corps. Normal, quoi. Et le gamin décide d'essayer. Mais carrément. Le petit Thomas s'assoit sur un nid pour voir s'il peut reproduire le processus. Bon, ça s'est terminé en omelette, on s'en doute. Évidemment. Mais c'est la toute première expérience scientifique d'un mec qui déposera près de 1000 brevets. C'est fou. Et ce qui ressort de cette anecdote, et de l'analyse du bouquin, c'est l'approche farouchement pragmatique d'Edison. Faut vraiment oublier l'image romantique de l'inventeur qui a une illumination soudaine, tu vois. Le fameux Eureka dans la baignoire. C'est ça c'est un mythe. Edison, lui, il a littéralement industrialisé le processus d'invention. Quand il crée son labo de Menlo Park en 1874, il embauche une 60aine de chercheurs salariés. Une vraie usine à idées. Exactement. Et son objectif, contractuel et assumé, c'était de produire une invention mineure tous les 10 jours et une majeure tous les mois. Un rythme de dingue. Mais du coup, il cherchait pas à inventer dans le vide. La nuance, elle est là, ouais. Sa philosophie, c'était d'identifier d'abord une friction, un besoin précis chez les gens, et seulement après de concevoir la technologie. En fait, il a inventé la recherche et développement moderne. Et les résultats sont là. Il invente le phonographe en 1877. D'ailleurs, la toute première voix humaine enregistrée par une machine, c'est la sienne. Ouais, il récite la comptine « Mary had a little lamb ». C'est ça. Puis vient l'ampoule électrique incandescente commerciale. Il arrive à dompter cette énergie pour éclairer tout un quartier de Manhattan. Mais bon, c'est là qu'on doit revenir à notre point de départ un peu glauque. Le côté obscur, ouais. Comment un esprit aussi brillant a pu basculer dans cette campagne de diffamation cruelle avec les animaux ? Tout s'articule autour de ce qu'on a appelé la guerre des courants.
En gros, Edison avait bâti tout son empire sur la technologie du courant continu. Ok. Le problème technique du courant continu, c'est qu'il subit une énorme déperdition d'énergie sur la distance. Pour éclairer une ville, Edison devait construire une centrale électrique tous les 2 km environ. Ah ouais, l'enfer logistique. Un gouffre financier absolu. Et face à lui, il y a une technologie concurrente qui émerge, le courant alternatif, porté par George Westinghouse et un certain Nikola Tesla, un ingénieur de Gémeaux. Attends, il faut qu'on s'arrête là-dessus pour bien comprendre. Pourquoi le courant alternatif de Tesla c'était si supérieur technologiquement parlant? La supériorité, elle réside dans la flexibilité. Avec un transformateur, on peut augmenter considérablement la tension du courant alternatif. C'est le haut voltage. D'accord. Et à très haute tension, l'électricité peut voyager sur des centaines de kilomètres sans presque aucune perte. Une fois arrivé près des villes, on abaisse la tension pour que ça entre dans les maisons sécurité. En gros, une seule immense centrale, comme celle des chutes du Niagara, pouvait alimenter une région entière. Donc le système d'Edison était complètement obsolète, vaincu technologiquement. Totalement. Et au lieu de reconnaître ça, de s'adapter, Edison se braque complètement. Son ego ne pouvait juste pas supporter l'idée d'avoir tort. Et encore moins face à Tesla, qu'il prenait pour un théoricien déconnecté. C'est là que son pragmatisme s'est transformé en un dogmatisme destructeur. C'est là qu'il pète un plomb. Ouais. Pour terroriser l'opinion publique et associer le courant de Tesla à un danger de mort, Edison a financé des démonstrations. On électrocutait des chiens, des chevaux et même un éléphant de cirque. Mon Dieu. Et le pire, franchement c'est sordide, il a secrètement financé et promu la création de la chaise électrique pour les exécutions capitales. Attends, pour de vrai? Ouais, en insistant bien pour qu'elle soit alimentée par des générateurs à courant alternatif. Ceux de ses rivaux évidemment, pour dire, regardez, leur courant sert à tuer des gens. C'est ahurissant. L'homme qui a apporté la lumière est devenu le père de la chaise électrique par pur orgueil. C'est une transition parfaite vers la suite, je trouve. Parce qu'Edison a su créer le produit parfait. Mais il s'est heurté au mur du déploiement à grande échelle. Et avoir une invention géniale, ça sert à rien si tu peux pas la produire efficacement. Ce qui nous amène à son grand pote, Henry Ford. Voilà. Si Edison a créé les objets, Ford a inventé la méthode pour inonder le monde avec. Alors là, il faut dissiper une idée reçue tenace tout de suite. Ford n'a absolument pas inventé l'automobile. Assez important de le rappeler. Ouais, quand il fonde sa boîte à la fin du 19e siècle, il y a déjà plein de constructeurs. La voiture existe, mais c'est un jouet de luxe, un caprice pour millionnaires, fabriqué à la main par des artisans pièce par pièce. Et le bouquin utilise une analogie hyper parlante pour expliquer la révolution de Ford. C'est l'histoire des confitures. Ouais, j'adore cette métaphore. Imaginons une cuisine familiale. Si une seule personne doit laver les fruits, les éplucher, les couper, surveiller la cuisson, stériliser les pots, coller les étiquettes, c'est interminable. C'est de l'artisanat. C'est long, ouais. Mais si on divise le travail en micro-tâches, une personne fait qu'éplucher, l'autre fait que remuer, l'autre ferme les pots, là, l'efficacité explose. Ford a pris cette idée de division du travail, qui existait déjà avec Adam Smith, mais il y a ajouté un élément mécanique. Le mouvement. C'est ça, sa grande fulgurance. En visitant les abattoirs de Chicago, il voit des carcasses de viande qui se déplacent sur des rails au plafond. Ah oui, de bouchée en bouchée. C'est ça. Chaque bouchée donne un coup de couteau précis, toujours le même. Et Ford se dit, on va renverser le concept. Au lieu que les ouvriers tournent autour de la voiture va défiler devant les ouvriers sur un convoyeur. C'est la ligne de montage. Et les chiffres de cette méthode, sur la fameuse Ford T en 1913, ils donnent le vertige. Ah le temps d'assemblage d'un châssis s'effondre. On passe de plus de 12 heures, genre 728 minutes, à seulement 93 minutes. C'est une dinguerie. Les coûts de production chutent, et le prix de vente aussi forcément. Mais Ford, il s'arrête pas à la mécanique. Il innove aussi sur le plan social. Enfin, pour des raisons purement économiques, le fameux salaire à 5 $ par jour en 1914. Oui, il doublait presque le salaire moyen de l'époque. On pourrait se dire, oh le patron généreux, mais l'analyse montre que c'était un calcul hyper froid en fait. Très lucide, ouais. Il avait deux problèmes. De un, le travail à la chaîne rendait fou les gens. C'était tellement répétitif que les ouvriers démissionnaient en masse. Le fameux turnover. Voilà. C'était une cata pour la productivité. En doublant de salaire, il fidélise ses gars. Et de deux, il a compris une règle de base. Pour écouler une production de masse, il faut une consommation de masse. Il fallait que ses propres ouvriers puissent acheter les voitures qu'il fabriquait.
Il a littéralement financé la naissance de la classe moyenne américaine, c'est fou. Mais bon, là encore, on retrouve le fameux côté sombre. On a vu l'ego destructeur chez Edison. Le livre montre que Ford a fini par être dévoré par ses propres certitudes aussi. C'est le problème du succès absolu. Ça rend aveugle. Industriellement, Ford refusait de faire évoluer sa Ford T. Sa devise, c'était « Les clients peuvent choisir n'importe quelle couleur, donc c'est le noir ». Un peu rigide, le gars. Totalement. Il a ignoré que le marché changeait. Les gens voulaient du confort, du choix. Cette rigidité a failli couler son empire face à General Motors, qui, eux, avaient pigé la segmentation du marché. Et il faut mentionner, de manière purement objective et factuelle comme le fait l'auteur, que cet aveuglement allait bien au-delà du business. Ah oui, là on touche aux politiques. Dans les années 30, Ford a utilisé sa fortune pour propager un antisémitisme virulent via son propre journal et il a soutenu financièrement l'Allemagne des années 30. Bon, c'est important de le préciser à ceux qui nous écoutent, on ne prend évidemment aucun parti, on ne fait que rapporter les faits historiques, mais c'est un rappel brut que le génie industriel et l'éthique, ça fait souvent deux. Ça prouve les dangers d'un pouvoir sans contre-pouvoir. Quand un mec se persuade qu'il a raison contre le monde entier parce qu'il a réussi un pari impossible, la chute morale peut être vertigineuse. Bon, refermons cette parenthèse très sombre pour faire un bond dans le temps. On quitte les usines de Détroit, le métal, le cambouis du début du XXe siècle, et on atterrit dans le confort de la Silicon Valley, en pleine révolution numérique. Un autre monde. Oui, mais on va voir que la mécanique psychologique, elle, c'est la même. Si le défi d'Edison, c'était le produit et Ford, la production en masse, le défi de notre prochain titan, c'était de créer le désir. Parlons de Steve Jobs. L'icône du Think Different. Exactement. Et le grand paradoxe que met en lumière le livre, c'est que Jobs, techniquement, c'était pas un grand inventeur. Ah non, pas du tout. Les sources sont unanimes. Il n'était pas un ingénieur brillant. Il savait à peine coder. Le vrai cerveau technique derrière les premiers Apple, c'était son pote, Steve Wozniak. Et d'ailleurs, il y a cette anecdote hyper cruelle de leur début chez Atari, non ? Ouais. Jobs devait concevoir un circuit imprimé complexe. Il sous-traite le boulot à Wozniak en lui disant « on fera 50-50 sur la prime ». Wozniak fait un exploit technique. Jobs empoche une prime énorme de plusieurs milliers de dollars. Et il fait croire à Wozniak qu'il n'a eu que quelques centaines de dollars pour lui filer des miettes. C'est un comportement de requin. Franchement, ça pose le personnage. Alors, si c'est pas le code, si c'est pas la soudure, il était où, le génie de Jobs ? Son génie absolu, c'est la psychologie de consommation et le marketing narratif. Jobs a compris qu'un ordinateur, c'est pas juste une machine à calculer. C'est une extension de ton identité. Ouais. Prends la pub de 1984 réalisée par Ridley Scott pour le premier Mac. Une pub où, je le rappelle, on ne voit même pas l'ordinateur. C'est ça la subtilité. Au lieu de lister les caractéristiques techniques comme tout le monde, la pub montre un univers dystopique très George Orwell. Les clients d'IBM, le grand rival, sont montrés comme des drones gris lobotomisés qui marchent au pas. L'horreur. Et d'un coup, une athlète en couleur vive arrive et fracasse l'écran du dictateur avec un marteau. Le message est d'une puissance folle. Acheter un Mac, c'est un acte de rébellion. C'est s'affirmer comme libre et créatif. On renverse complètement le logiciel d'Edison, en fait. Edison disait « je regarde ce dont on a besoin et je l'invente ». Jobs, lui, il estimait que le consommateur est trop bête pour savoir ce qu'il veut avant qu'on lui montre. C'est ça. Il a imposé sa vision de l'avenir. D'où son obsession pour l'esthétique, la typographie. Il voulait créer des objets tellement beaux, selon ses mots, qu'on aurait envie de les lécher. C'est particulier, mais ça a marché. Par contre, on peut se poser une question quand on lit l'analyse de son leadership. Toute cette culture très cool de la côte ouest, le mythe du garage, le côté bouddhiste, le régime végétarien, le col roulé noir, est-ce que c'était pas juste un écran de fumée pour masquer un capitalisme et un management super brutal ? Ah il y a une vraie contradiction. Sous Jobs, Apple fonctionnait pas du tout comme un temple zen. C'était une machine de guerre. Son style de management est décrit ouvertement comme tyrannique. Ouais, on a tous entendu des histoires. Les anecdotes pullulent. Il humiliait des employés dans l'ascenseur, il jetait des prototypes contre les murs, il exigeait des semaines de boulot pour changer un micro-détail invisible à l'intérieur de la coque. L'intérieur de la coque, là où personne ne regarde. Exactement. Il exigeait la perfection absolue, quitte à détruire psychologiquement ceux qui suivaient pas. C'est la face très sombre de ce mental de champion. Mais paradoxalement, cette intransigeance maniaque, cette capacité à dire non à 1000 nouvelles idées pour se concentrer sur une seule, c'est ce qui a sauvé Apple de la faillite. Tout à fait. L'iMac, l'iPod et bien sûr l'iPhone qui a complètement changé notre rapport à l'information. Bon, Jobs voulait connecter l'humanité via un écran tactile. Mais notre dernier personnage, lui, il porte l'ambition à une échelle interplanétaire. On arrive à Elon Musk.
le boss final de la disruption. C'est ça. Edison invente, Ford produit, Jobs crée le désir, Musk, lui, s'attaque carrément à la survie de l'espèce humaine. Le portrait que dresse le livre, c'est l'entrepreneur total. Dès son enfance en Afrique du Sud, on retrouve les mêmes marqueurs. Une capacité d'assimilation des connaissances hors normes, il lit tout ce qui passe, un peu comme le jeune Edison. À 12 ans, il code et vend un jeu vidéo. Normal, quoi. Ouais. Ensuite, il émigre, il enchaîne les projets, zip tout, puis il cofonde ce qui deviendra PayPal. Et quand PayPal est racheté, il empoche genre 165 millions de dollars. Alors, la plupart des gens normaux, avec 165 millions, ils achètent une île et ils boivent des mojitos jusqu'à la fin de leur jour. Grave. Mais Musk, il prend ce pactole pour jouer à la roulette russe avec deux des industries les plus fermées au monde, l'aérospatiale et l'automobile, avec un sens de l'ironie génial, puisqu'il nomme sa boîte de voitures Tesla. En hommage au rival qu'Edison avait essayé de détruire, ouais. La boucle est bouclée. Et l'approche de Musk, c'est la définition de la méthode des premiers principes. C'est-à-dire ? Quand il regarde une industrie sclérosée, il ne se demande pas comment faire 10% mieux que les autres. Il déconstruit le problème jusqu'à la base. Prends SpaceX. Depuis toujours, on construit une fusée à des centaines de millions, on l'envoie et elle se désintègre en retombant. C'est vrai que dit comme ça ? C'est comme si on construisait un Boeing 747 pour faire Paris-New York et qu'arrivé à JFK, on le jetait à la poubelle. Un non-sens économique total. Absolu. Donc Musk a regardé le coût des matériaux bruts d'une fusée. L'aluminium, le titane, le carburant. Il a vu que ça représentait que 2% du coût total. Tout le reste, c'était de l'ingénierie cramée à chaque vol. Donc l'idée de SpaceX, c'était de faire atterrir la fusée pour la réutiliser. Ce qui paraissait complètement fou à l'époque. Mais en réussissant ça, il a fait chuter le coût de lancement d'environ 300 millions à 90 millions de dollars. Il a écrasé tout le monde. Et il a fait pareil avec Tesla, en fait. C'est la même logique de rupture. Les moteurs n'avaient pas vraiment changé depuis Ford. L'électrique s'était vu comme une voiturette de golf un peu nulle. Musk a imposé l'idée qu'un véhicule électrique pouvait être un objet de luxe, hyper rapide, désirable. Il a forcé toute l'industrie mondiale à pivoter. Et ce qui est dingue, c'est le moteur derrière ça. La résilience de Musk face aux quasi-faillites, ça vient de sa motivation ultime. Les sources montrent bien que l'argent, c'est juste un outil logistique pour lui. Son but affiché, c'est l'assurance vie de l'humanité. Se sevrer du pétrole avec Tesla et devenir une espèce multiplanétaire avec SpaceX au cas où un astéroïde nous tombe sur la tête. Quand tu te bats pour la survie de l'espèce, tu peux encaisser un stress qui tuerait n'importe quel autre patron. Exactement. Ce qui nous amène au moment de synthétiser un peu tout ça. On a voyagé du phonographe aux fusées réutilisables en passant par les usines de Détroit et les Macs d'Apple. Si on extrait la moelle de ces 4 trajectoires, c'est quoi l'ADN commun ? Il y a 4 points clés très clairs. D'abord, l'innovation est plus puissante que l'invention pure. Aucun d'eux n'est parti de zéro. Ford n'a pas inventé la voiture, Jobs l'ordinateur ou Musk la fusée. Leur génie, c'est de repenser l'usage ou la production pour rendre la technologie indispensable. Ok. Le deuxième point, c'est le rapport obsessionnel au travail, non ? Une ténacité déraisonnable. Edison qui bosse 72 heures de suite. Musk qui dort par terre dans l'usine Tesla en 2008 pour éviter la faillite. Et troisièmement, le livre nous oblige à voir la réalité en face. Ce sont des personnalités clivantes, voire toxiques. C'est le revers de la médaille. Égo démesuré, besoin de contrôle tyrannique. Mais cette arrogance absolue, c'est leur bouclier. C'est ce qui leur permet de continuer quand des milliers d'experts leur disent que leur projet est impossible. Avec le risque que l'ego devienne plus grand que le projet, comme Ford sur la fin. Et le dernier point, c'est la motivation au-delà de l'argent. Le milliard, c'est une conséquence, pas le but. Que ce soit éclairer le monde, le mettre sur roue, le connecter ou l'envoyer sur Mars. L'ambition de départ était énorme. C'est hyper puissant comme récapitulatif. On peut admirer leur ingéniosité tout en restant très critique sur leur méthode. Mais le monde d'aujourd'hui, c'est le produit direct de leur obstination. Pour quiconque nous écoute, la leçon c'est qu'une idée simple, propulsée par une volonté acharnée, ça vaut souvent plus qu'un QI de génie. C'est clair. Mais tu sais, toute cette exploration, ça soulève une contradiction fascinante pour l'avenir. Ah bon ? Vas-y. Le récit qu'on vient de faire s'appuie exclusivement sur la figure du génie isolé, le tyran visionnaire au sommet de la pyramide. Ouais. Or, quand on regarde les défis ultra complexes de demain et qu'on voit la montée de l'open source, des modèles décentralisés, de l'intelligence artificielle partagée, on est en droit de se demander un truc. Quoi donc ? Est-ce que le prochain entrepreneur de légende sera encore un individu solitaire à la poigne de fer ? Ou est-ce qu'on va voir émerger une intelligence collective, un réseau mondial sans visage et sans ego,
capable de changer le monde. Ah ouais, c'est une perspective qui remet totalement en question l'histoire qu'on vient de raconter. Ça veut dire que les règles du jeu de l'innovation sont peut-être déjà en train de muter là silencieusement sous nos yeux. C'est une super piste de réflexion. On va en rester là pour aujourd'hui. Merci d'avoir plongé avec nous dans cette mécanique complexe de la destruction créatrice et à très bientôt pour un nouveau décryptage.